Il est 19h30, l'heure de l'actualité sur la chaîne citoyenne. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. La flambée des prix des denrées alimentaires demeure une préoccupation majeure pour les ménages tchadiens. Malgré les multiples interpellations de la population, la situation persiste et tend même à s'aggraver. Suivez le reportage de Kaobari Maloum Esther. Au Tchad, la cherté de vie s'impose comme un mal endémique. D'année en année, les prix des denrées alimentaires connaissent une hausse vertigineuse sur les marchés. Une réalité qui met à rude épreuve le quotidien des familles. Paradoxalement, le pays dispose d'un potentiel agricole important. Riz, céréales, arachides, oignons et autres produits vivrières sont cultivés sur le territoire national. Mais ces patrimoines agroalimentaires ne se reflètent pas dans les assiettes des ménages tchadiens. Plusieurs facteurs expliquent ces paradoxes. Exportation des produits bruts vers l'étranger, préférence des consommateurs pour les marchandises importées, souvent moins coûteuses, lourdeur des taxes, sans oublier la dégradation des infrastructures routières qui compliquent l'acheminement des produits vers les marchés. Nous sommes là, mais le marché ne donne pas. Les années précédentes étaient mieux, mais cette année rien ne marche. Il n'y a pas d'argent et les choses sont chères, mais c'est indépendamment de notre volonté. Parce que de là où nous prenons chez les grossistes même, les choses sont chères et nous augmentons en fonction des prix que nous achetons. De nos jours, le marché ne tient pas calmement. Les gens nous accusent d'augmenter le prix, mais le souci n'est pas à notre niveau. C'est depuis la base que les choses sont chères. Nous recherchons juste les 100 francs et autres. Nous payons aussi les droits tous les jours à la mairie. Avant, les prix des denrées étaient mieux. Mais maintenant, avec les différentes guerres, la saison des pluies, c'est pas facile que les marchandises arrivent à temps. Et là, ceux qui ont des stocks profitent pour augmenter les prix. Les taxes de douane sont aussi trop élevées, ce qui fait que nous sommes aussi quelquefois obligés d'augmenter pour récupérer notre argent. Les commerçants, premiers acteurs de la chaîne, pointent du doigt les charges fiscales et les difficultés des transports qui pèsent lourdement sur leur marge. Une situation qui se répercute directement sur le pouvoir d'achat des consommateurs. Face à ces constats, la question de la régulation s'impose. Les populations appellent le ministère du Commerce à prendre des mesures urgentes et structurelles pour soulager un quotidien devenu insoutenable. Les vêtements de seconde main communément appelés habits de friperie connaissent un essor fulgurant sur le marché urbain comme dans des boutiques spécialisées. Mais derrière cet engouement se cache une question essentielle. Quelles précautions adopter avant de revêtir de ces vêtements d'occasion? Karel Ronel pour le reportage. La friperie est aujourd'hui perçue comme une alternative économique et écologique à la fast fashion. Elle promet une consommation responsable en offrant une seconde vie aux vêtements et en contribuant ainsi à réduire l'empreinte environnementale de l'industrie textile. Toutefois, si la friperie séduit par son prix abordable et son caractère vintage, elle n'est pas exempte de risques. Certains consommateurs confiants portent directement les habits achetés, estimant qu'ils sont déjà propres. D'autres se limitent à un simple rinçage, négligeant l'étape du repassage pour éliminer les microbes ou bactéries. Or, les experts de la santé rappellent que ces vêtements peuvent véhiculer des bactéries, des acariens, des poussières incrustées ou encore des odeurs persistantes. Ainsi, laver soigneusement et repasser les habits de friperie avant usage n'est pas un simple geste d'hygiène, mais une véritable précaution sanitaire. Car, derrière le charme de l'originalité de ce vêtement, des secondes mains peut se dissimuler un risque réel pour la santé. La vigilance reste donc le meilleur réflexe pour conjuguer mode, économie et bien-être. La ville de Koumra fait face au débordement des eaux de pluie, rendant difficile la circulation des usagers des engins à 2 et 4 roues dans certains quartiers. Le constat avec notre correspondant Anknoit Rimmadjita. Logé dans une zone argileuse, humide et latéralement sableuse en saison de pluie, la ville de Koumra fait face à une difficulté de circulation et de drainage d'eau de pluie dans les quartiers. Les constats restent les mêmes dans les quartiers Benodjo, Ndegigi, Massa Mission, représentant 1 et 2, bref, dans les quartiers qui n'ont pas de caniveau.
Circuler dans ces quartiers est un casse-tête chinois. Le manque criard des caniveaux bien construits dans la ville de Koumra serait à l'origine des débordements des eaux de pluie qui coulent de façon incontrôlée dans les ménages. Selon nos sources, certains caniveaux construits dans les années relativement récentes n'ont fait l'objet d'aucune consultation des populations autochtones qui sont d'ailleurs utilisatrices de ces ouvrages. Les réalités de terrain ne sont pas prises en compte dans la construction de ces canaux de drainage d'eau. Or, logée dans une vallée assez profonde, la ville de Koumra enregistre chaque année des grosses pluies qui coulent à forte pression vers les rivières, emportant sur son chemin des troncs d'arbres et bien d'autres déchets ménagers. Aujourd'hui, à défaut des caniveaux construits selon les normes, des déchets quelquefois toxiques se déversent à travers ces eaux dans les ménages, rendant difficile le contrôle sanitaire de la population. Malgré les efforts de certaines ONG aux côtés de la mairie de Koumra pour l'assainissement de la ville, le risque de voir certains ménages vivre dans les fosses pour les jours à venir demeure très grand. Hervé Bazin a-t-il dit, et je cite, « La vie, ça se fabrique avec les moyens de bord ». Eh bien, depuis quelques jours, l'équipe de la mairie de Koumra, malgré les moyens matériels et techniques très limités, s'active à curer certains caniveaux sous le contrôle du maire de la ville de Koumra. Un appel, sinon un cri de cœur, est donc lancé au gouvernement et aux ONG de bonne volonté pour sauver l'image de la coquette ville de Koumra. À l'Aïe, chef-lieu de la province de la Tandilé, les parents se préparent déjà à envoyer leurs enfants à l'école malgré la période des soudures. Labara Medium, notre correspondant local, nous fait le point. Quelques jours après la rentrée administrative, les parents d'élèves du département de la Tandilé-Est se préparent eux aussi à envoyer leurs enfants à l'école. Cette préparation est conditionnée par l'achat des fournitures scolaires. Avec la période de soudure, donc ça fait qu'on a des difficultés à acheter pour l'instant, mais on se débrouille et on déplore un peu les prix sur le marché. Il faudrait que nos commerçants locaux essayent de rabaisser un peu les prix de fourniture pour qu'on puisse entrer en position et mettre les enfants sur la route de l'école. Un mètre de tissu me coûte 2500, alors qu'auparavant on prenait au moins 2000 francs. Maintenant, s'il faut payer pour 3-4 enfants, ça va me revenir à combien? Et la couture est là encore. Moi, je préfère d'abord passer par la tenue, parce que c'est la tenue là qui est plus chère que les fournitures scolaires. Nous commençons déjà à payer quelques fournitures, parce que nous sommes presque à la rentrée. Il nous reste peu de temps seulement que les enfants aillent à l'école. Bientôt une nouvelle année scolaire commencera. Nous osons croire que tous les acteurs éducatifs sont déjà mobilisés afin que l'année 2025-2026 ne souffre d'aucune ambiguïté. Le citron vert est un fruit très riche en vitamines et minéraux. En N'Djamena, il est utilisé aussi bien en cuisine qu'en médecine traditionnelle. Comment revaloriser ces fruits exceptionnels? Rosalie Djekourbois. Riche en vitamine C, le citron regorge assez de nutriments que certains citoyens ignorent encore. Selon les nutritionnistes, le citron vert renforce le système immunitaire, aide à lutter contre la fatigue et le vieillissement cellulaire. Le citron vert occupe une place croissante dans le système agroalimentaire africain, porté par la demande en boissons, condiments, pâtisseries, cosmétiques et arothérapie. Au Tchad, où le climat sahélien favorise les cultures fruitières rustiques et où les marchés urbains djaminois notamment sont dynamiques, ce fruit représente une filière à fort potentiel mais encore sous-valorisée. La production reste majoritairement informelle, issue des petits verges familiaux ou d'arbres dispersés et agroforesterie avec des pertes post-récolte élevées hautes. Faute de transformation et des chaînes du froid. Revaloriser le citron vert signifie passer d'une vente en vrac à bas prix à une chaîne de valeur
saveurs diversifiées car le jus est sirop, pasteurisé, zeste séché et poudre. D'écorce pour l'assaisonnement, confit à marmelade, huile essentielle pour savonnerie et parfumerie locale, ainsi que l'intégration dans les gammes des boissons artisanales. Cette rivalisation peut créer des revenus pour les ménages, en particulier les coopératives féminines, réduire le gaspillage et stimuler les PME agroalimentaires. Les défis restent une réelle qualité irrégulière, perte post-récolte, nuisibles et maladies des agrumes, financement et normes mais peuvent être atténués par des formations, des micro-investissements et des partenariats publics-privés. La revalorisation du citron vert au Tchad constitue une opportunité stratégique pour diversifier l'économie rurale, améliorer la sécurité nutritionnelle et positionner des produits made in Tchad compétitifs sur les marchés régionaux. L'artisanat au Tchad joue un rôle multiple et essentiel à la fois sur le plan culturel, social et économique. Il donne des emplois aux femmes qui œuvrent dans ce domaine. Yanki Lydia nous en dit plus. L'artisanat est un gardien du patrimoine culturel tchadien. Il transmet de génération en génération des savoir-faire ancestraux et des traditions artistiques uniques à chaque communauté. Les objets artisanaux, qu'il s'agisse de la poterie, des textiles, d'objets en cuivre ou de la vannerie, reflètent l'identité culturelle et l'histoire des différents peuples du Tchad. L'artisanat est ancré dans la vie quotidienne. Les poteries, les vanneries ou les outils forgés sont des objets utilisés indispensables au foyer tchadien. Certaines activités artisanales sont le domaine des casques spécifiques comme celle de forgerons dont les femmes sont souvent potières. D'autres comme la vannerie ou le tissage peuvent être pratiqués par différentes communautés renforçant les liens sociaux. L'artisanat est une activité génératrice de revenus pour des milliers de familles tchadiennes, en particulier dans le secteur informel. Il contribue à la survie économique des ménages et offre des opportunités d'emploi, notamment aux femmes. Le Tchad cherche à diversifier son économie, fortement dépendante du pétrole. Le secteur de l'artisanat est identifié comme l'une des filières porteuses ayant un fort potentiel de développement et de création de chaînes de valeur. L'artisanat contribue au développement local en créant des activités rémunératrices et en valorisant des ressources naturelles du pays. L'artisanat est un attrait majeur pour le tourisme. Les objets d'art, les textiles, la maroquinerie et les objets forgés constituent des souvenirs uniques pour les visiteurs et le secteur est perçu comme un moteur d'attraction touristique pour le pays. L'artisanat tchadien est bien plus qu'une simple production d'objets. C'est un pilier de la culture et de l'identité nationale, un levier de développement économique et un moyen essentiel pour les populations de subvenir à leurs besoins et de préserver un savoir-faire précieux. Et coutumes africaines longtemps considérées comme le socle de nos identités et la richesse de notre patrimoine immatériel ont façonné des générations entières au Tchad. Ces pratiques héritées de nos ancêtres traduisent une profonde fidélité à l'ordre social établi. Frida Ketem. Le levira, une pratique qui consiste à attribuer une veuve à l'un des frères du défunt, était jadis une norme sociale profondément ancrée dans certaines communautés tchadiennes. Ce mécanisme visait à maintenir la cohésion familiale, à assurer la continuité de la lignée et à garantir l'éducation des orphelins. Mais derrière cette logique communautaire se cachent d'énormes répercussions, telles que la privation des droits des femmes, la propagation des maladies héréditaires ou sexuellement transmissibles, des conflits au sein de la famille. De la même manière, le sororat, qui attribuait une sœur cadette à l'époux survivant d'une femme décédée, obéissait à la même dynamique de préservation sociale. Cependant, à l'épreuve du temps et face aux mutations sociétales, ces pratiques apparaissent désormais comme des entraves aux droits fondamentaux, particulièrement ceux de la femme, souvent réduite à un simple objet de succession. Aujourd'hui, si moi, j'épouse une femme, si je ne suis plus là et que mon frère ou un membre de la famille devait prendre cette épouse-là, c'est contraire, même si c'est avec son consentement, c'est contraire aux engagements que le Tchad a signés vis-à-vis de la communauté internationale
Et donc, de ce fait-là, ça viole les droits de l'homme et donc contraire aux dispositions des textes que le Tchad a ratifiés, a signés et a promulgués. S'il y a des vices qui entraînent vers la fin une violation, ça veut dire que vous êtes hors la loi et donc de ce fait-là, vous vous exposez aux sanctions à la rigueur de la loi. Si ces coutumes répondaient jadis à des impératifs de solidarité et de survie, leur survivance dans le monde contemporain appelle à une réflexion profonde. Pour finir, moi je dirais par rapport à cette situation, par rapport à cette culture, il revient aux praticiens de cette culture de s'asseoir, de voir l'évolution du temps d'aujourd'hui, le moment, les choses changent, et de s'asseoir et de réfléchir et de trouver la meilleure façon de vivre aujourd'hui, avec tout ce qui nous entoure. Mais si on n'y veille pas, et qu'on va vouloir appliquer ce qui date de longtemps à ceux qui sont nés aujourd'hui, ça ne passera pas. Et ceux d'aujourd'hui ont besoin de comprendre, les chefs d'aujourd'hui ont besoin de comprendre aussi leur sujet pour pouvoir trouver des lois qui permettront de conserver la culture ou la tradition ou l'ethnie. Sinon, il y aura toujours des conflits. Il serait opportun que les gardiens de la tradition se réunissent afin de repenser ces pratiques, non pas pour les éradiquer brutalement, mais pour les adopter aux exigences des droits humains et aux réalités de la modernité. Car si le Levira et le Solora avaient pour finalité originale la protection et la stabilité sociale, leur persistance actuelle soulève des enjeux majeurs de liberté individuelle, d'égalité de genre et de santé publique. Cette semaine, notre portrait nous conduit à la rencontre d'un homme au destin singulier, engagé corps et âme dans l'entrepreneuriat. Baindeti Frédéric, promoteur d'une ferme. Il a choisi de tracer son propre chemin en quittant le confort d'un poste prestigieux pour se lancer dans l'entrepreneuriat agricole. Baindeti Nicolas nous trace son portrait. Né le 5 janvier 1976 à N'Djamena, alors âgé de 49 ans, Baïde Djindjinoudi Frédéric a bâti son parcours sur une solide formation académique et une volonté inébranlable de servir autrui. Il a plusieurs cordes à son arc, juriste de formation et journaliste. Directeur de la documentation et information juridique, coordination, l'équipe de la Banque tchadienne des données juridiques. Master 2 en communication numérique en instance de finalisation, ISTIC, Institut des sciences de l'information et de la communication à Ouagadougou au Burkina Faso. Journaliste responsable de l'organisation des conférences, débats et modérateur. Rédacteur des articles et de la revue de presse sur le Tchad Culture, identification et problématisation des thèmes de conférences au CEFOD. Journaliste responsable du desk politique à la revue Tchad et Culture. Analyse, reportage, rédaction de revues de presse au CEFOD. Chargé des missions du directeur général de rédaction des articles. Tenue de l'agenda du directeur général. Communication et relations publiques CEFOD. Directeur de la documentation informatique juridique. Rédacteur en chef de la revue trimestrielle Tchad et Culture. Coordinateur de la radio CEFOD. Père de 3 enfants et résident dans le 3e arrondissement de N'Djamena. Il allie ses responsabilités familiales à un engagement professionnel et entrepreneurial remarquable. Promoteur d'un ferme merveille, il a fait de son organisation une plateforme d'action concrète pour améliorer les conditions de vie des jeunes. Son parcours académique illustre sa détermination. Il a choisi de tracer son propre chemin en quittant le confort d'un poste prestigieux pour se lancer dans l'entrepreneuriat, l'aviculture. Son parcours illustre le courage de ceux qui osent tout recommencer pour vivre leur passion et bâtir leur indépendance. Il a quitté un poste de directeur pour devenir son propre patron. Ce qui nous a poussé à nous intéresser au secteur de l'agrobusiness et plus particulièrement l'aviculture, en fait, ça remonte à l'enfance. Déjà, dès le bas âge, on était habitué à élever des poussins, des poules, des coqs. Suite à un voyage au Burkina Faso, j'ai vu dans ce pays-là, ça foisonnait de la manière dont les gens faisaient le petit élevage à domicile et autres. Et j'ai eu le déclic là-bas. Et de retour au pays, fin 2021, je me suis dit, même si je ne suis pas zootechnicien, je ne suis pas agronome, je vais m'y essayer. Donc, ça m'a vraiment inspiré et je me suis dit, pourquoi ne pas diversifier? Et c'est comme ça que après j'ai élevé différentes races de poules, notamment les Goliaths, les poulets pantalonnés, on appelle les Brahmas, les cailles, les pigeons et l'aventure
continue. Doté d'une solide formation juridique, il a su mettre ses compétences au service de son projet d'élevage, en structurant son entreprise sur des bases solides et conformes aux réglementations en vigueur. Son expérience dans le domaine des médias lui a donné une vision stratégique et des aptitudes en communication, atout majeur pour promouvoir ce produit et sensibiliser les communautés aux bonnes pratiques d'élevage. Je ne suis pas un carriériste par définition, je préfère vraiment relever, j'ai le goût du challenge. Et c'est comme ça que j'ai choisi de me jeter dans le secteur de l'agrobusiness. Et en fait, en m'orientant dans ce secteur, moi j'ai une vision. Cette vision-là, c'est d'avoir une ferme où je vais m'intéresser à la production et en plus à la formation des jeunes. On se rend compte que dans l'éducation classique qu'on a reçue, c'est d'aller à l'école, d'amasser des diplômes et puis de devenir quelqu'un, entre guillemets. Voilà. Or, le contexte aujourd'hui fait que le secteur est saturé, que ce soit la fonction publique et autres. Or, il y a beaucoup de jeunes qui ont des diplômes, mais qui sont sans compétences. Alors, comment faire pour que ces jeunes-là ne puissent pas tomber dans les erreurs? Donc, pour moi, je suis dans une dynamique citoyenne d'éduquer les jeunes, d'éduquer les parents également, à réorienter, la façon d'éduquer, apprendre aux enfants, dès le bas âge, en tout cas, des métiers. Parce que là, ce que je fais, j'ai une bonne capacité de production, je forme beaucoup de jeunes. L'objectif d'après, c'est de me délocaliser, d'avoir un financement quelconque, et puis d'aller en milieu périurbain ou bien en milieu rural, et d'avoir une ferme, école bonne et due forme. Et ce n'est pas tout. Maïde Djindjinoudji Frédéric, le promoteur de la ferme Merveille d'élevage, incarne l'esprit d'audace et de reconversion réussite. Il a su mettre à profit ses compétences en gestion et en droit pour bâtir une entreprise aviculture innovante et durable. Je m'appelle Maïde Djindjinoudji Annabelle. Je suis la sous-directrice de Pouchette. Nous nous sommes auto-formés et il nous a formés aussi. Dans le domaine de l'aviculture, la cuniculture et puis la coturniculture qui est l'élevage des cailles. Aujourd'hui, il incarne le modèle d'un entrepreneur audacieux et résisté. Un homme qui transforme les défis en opportunités et qui inspire la jeunesse à croire que la réussite n'est pas toujours dans la stabilité d'un emploi ou seulement dans les coins du bureau, mais dans la force d'une vision et la détermination à la réaliser. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a annoncé jeudi la maladie à virus Ebola dans la province du Kasaï où 16 personnes sont mortes parmi 28 cas recensés selon un bilan provisoire. Voici le récit d'Edikassom Evaris. À ce jour, 5 septembre 2025, le bilan provisoire fait l'état des 28 cas suspects et 16 cas décès, dont 4 agents de santé estiment que 65% illustrent la gravité de la situation, a déclaré le ministère de la Santé publique, Samuel Kamba, lors d'une conférence à Kinshasa. Il n'y a rien à craindre, car nous disposons des vaccins pour riposter et des équipes empreintes par 15 précédentes épidémies, a déclaré le ministre de la Santé publique, rappelant qu'il s'agit de la 16e épidémie enregistrée dans le pays. Le premier cas a confirmé une femme enceinte de 35 ans avait été admise le 20 août à l'hôpital général avec fièvre, vomissements et hémorragie, a précisé le ministre. Des tests réalisés début septembre par l'Institut national de recherche biomédicale ont confirmé la zaïre du virus. Face à cette flambée, les autorités disent avoir activé le système de gestion de l'incident, déployé des équipes d'intervention rapide et mis en place des structures de tirage, dissolutionnement. Les enterrements sécurisés ont également organisé pour limiter la propagation du virus. Le ministre a exhorté la population à signaler tout cas suspect, éviter les contacts avec les malades ou des déplus non pris en charge et maintenir une stricte hygiène. 4 agents de santé figurent parmi les victimes. Le ministre a salué leur mémoire et il appelle à une mobilisation collective pour briser la chaîne de transmission. Elle a indiqué que le pays dispose d'un stock de médicaments pour le traitement et de 2000 doses de vaccins contre Ebola déjà prépositionnées à Kinshasa qui sera rapidement acheminé au Kasaï pour vacciner
vacciner les contacts et les professionnels de santé en première ligne. La dernière épidémie de maladies à virus Ebola en République démocratique du Congo a touché la province de l'Équateur au nord-ouest du pays en avril 2022. Elle a été également maîtrisée en 3 mois en 2007, 2008 et 2011. Le semi-marathon entre N'Djamena et Koussiri incarne la puissance du sport comme vecteur de paix et de rapprochement. Le 6 du mois, une course réunira la population de Koussiri au Cameroun et de N'Djamena au Tchad. Suivant le commentaire de Nodimadi Josiane. Ce rendez-vous sportif largement soutenu par la Confédération africaine d'athlétisme dépasse le cadre d'une simple compétition. Il incarne un puissant symbole de rapprochement et de réunification des peuples d'Afrique centrale, mettant en lumière la dimension humaine profonde d'une telle initiative. En effet, les populations des deux côtés de la frontière partagent toutes deux choses en commun que cette ligne administrative, héritage du colonialisme, ne peut les séparer. Les forces du sport comme vecteur d'unité est un slogan que l'on répète à chaque occasion. Le sport, par sa nature universelle, possède le rare pouvoir de transcender les barrières culturelles, politiques et sociales. Mais ici, il ne se limite pas à l'image. Il franchit littéralement une frontière. Dans la région frontalière, entre le Cameroun et le Tchad, vit un seul et même peuple. Les aléas de l'histoire en ont fait deux populations appartenant à deux pays distincts. Pourtant, de part et d'autre de la frontière, les habitants partagent la même histoire, les mêmes traditions, les mêmes défis. Dans ce contexte qui n'est pas particulier à l'Afrique centrale, ce semi-marathon devient bien plus qu'un défi d'endurance. Il se présente comme un pont entre des communautés séparées par des frontières artificielles héritées du passé colonial. Koussiri et N'Djamena, bien que géographiquement proches, ont souvent été éloignés par des tensions politiques ou des différences administratives. Cette initiative sportive favorise aussi le rencontre entre communautés familiales, jeunes leaders locaux et acteurs institutionnels des deux pays. Ce semi-marathon délivre un véritable message d'espoir pour la paix et la réconciliation. Au-delà de la performance atlantique, le semi-marathon du 6 septembre entre N'Djamena et Koussiri est une véritable célébration de l'unité humaine, en rassemblant des peuples aux origines proches, mais parfois divisés. Il nous invite à réfléchir sur notre capacité à dépasser les frontières pour privilégier ce qui devrait toujours nous unir, la fraternité, la paix et l'espoir d'un monde meilleur. La dimension humaine du rapprochement et de la réunification des peuples trouve dans le semi-marathon N'Djamena Koussiri, pont de l'espoir, une incarnation exemplaire. Dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, les Sao du Tchad ont démontré un match palpitant hier contre les Black Stars du Ghana en arrachant un match nul. La question que l'on se pose, les Sao sont-ils prêts à affronter les Baréas de Madagascar le 9 septembre prochain au Maroc? Baindixem Sadok nous en dit plus. Le Tchad, qui n'a pas encore marqué de points en 6 matchs allés pour le compte de la 7e et 8e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, a surpris tout un peuple hier dans ses propres installations face aux Black Stars du Ghana. Il espère relever ces défis pour les matchs restants. Reste à savoir si le technicien suisse changera de stratégie ou doit-il maintenir la même stratégie pour affronter les Baréas de Madagascar le 9 septembre prochain au Maroc. Pour le sélectionneur national Raoul Sauvé, il fait un travail de fond avec les joueurs, mais il déplore déjà l'absence de Ekao Célestin. Promet ce match-là à huis clos au Maroc, c'est pas la même chose. Peut-être qu'une fois que vous prenez un but, c'est compliqué. Là maintenant, avec la pression du public, l'adversaire aussi sent que c'est chaud, et sur la fin de match, les Ghanéens étaient contents de l'arbitre. Donc c'est voilà, très 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 beau public, fantastique. Maintenant, on leur donne rendez-vous au Mali, contre le Mali et la Centrafrique, puisqu'on aura 2 matchs à domicile en octobre. Et j'espère qu'on va faire encore 2 belles fêtes au mois d'octobre aussi, pour terminer l'année. Mais d'abord, Madagascar, et après on reviendra ici à la maison pour jouer
ces deux matchs, mais le public fantastique, rien à dire. Tout de même, il faut faire confiance aux Tchadiens et au sélectionneur national Raoul Sauvé et tout son staff pour les matchs futurs, car le match se joue à 90 minutes, car le nul arraché lors du match face au Black Star du Ghana a permis aux Sao d'inscrire un point dans leur poule. Merci la rédaction et la technique. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez toujours en compagnie de nos programmes. Electron TV, la vision du futur.